L'année 1945 commença par de terribles pertes pour l'armée allemande, les soviétiques obtenant victoire après victoire tout en repoussant les envahisseurs allemands vers le cœur du Troisième Reich. À la fin mars, la plupart des forces allemandes sur le front de l'Est, connues collectivement sous le nom de groupe d'armées Vistule, étaient composées de nombreuses unités de formation inexpérimentées. Certains soldats étaient si jeunes qu'ils recevaient des bonbons au lieu de tabac dans leurs rations. À tous, on ordonna de résister et de combattre sans abandonner leur position. Terrifiés par la possibilité de se retirer, ce qui signifierait presque certainement une exécution immédiate, beaucoup choisirent à contre-cœur de se cacher dans un trou de renard ou de se réfugier dans un bunker. Là, ils espéraient que les attaquants soviétiques leur offriraient la possibilité de se rendre plutôt que de les brûler vivants avec des lance-flammes ou de les déchiqueter avec des grenades à main. Malheureusement, les ordres de Staline étaient très clairs concernant la punition des fascistes qui avaient trahi l'Union soviétique et assiégé Stalingrad et Leningrad de manière cruelle. De plus, face à ces officiers allemands inexpérimentés et jeunes, se trouvaient les troupes du général Georgi Zhukov, maréchal de l'Union soviétique. Zhukov avait été l'architecte de la victoire soviétique épique lors de la bataille de Koursk. Début 1945, il commandait également une armée irrésistible qui ne s'arrêterait pas avant d'atteindre Berlin. Début avril, l'atmosphère parmi les troupes du groupe d'armées Vistule était un mélange de sinistres pressentiments et de désespoir, alors que les Russes se préparaient à avancer sur la rivière Oder. Là, le long des fronts de l'Oder et de la Ness, les troupes attendaient que le front soit englouti par la plus grande concentration de puissance de feu jamais réunie par les Russes. Le premier front biélorusse du général Zhukov et le premier front ukrainien du général Konev se préparaient à attaquer les forces allemandes qui défendaient les positions à l'est de Berlin. Pour l'attaque, l'armée rouge avait réuni environ 2,5 millions d'hommes, répartis en 4 armées. Ils bénéficiaient du soutien de 41 600 pièces d'artillerie et de mortiers lourds, ainsi que de 6 250 tanks et canons automoteurs. Mais ce n'était pas tout. Le 9 avril 1945, Königsberg, en Prusse orientale, tomba entre les mains de l'armée soviétique. Cela permit au deuxième front biélorusse, sous le commandement du maréchal Konstantin Rokossovski, de se déplacer sur la rive orientale de l'Oder. Au cours des 2 premières semaines d'avril, les soviétiques effectuèrent le redéploiement de troupes le plus rapide de toute la guerre. Ils étaient prêts pour l'assaut final. À ce moment-là, tant l'armée rouge que l'armée allemande combattaient de toutes leurs forces. Les Allemands, car c'était leur dernière chance de maintenir le Reich en vie, du moins pour un temps. Les Russes, car ils étaient très proches d'atteindre leur objectif d'arriver à Berlin avant les Américains et les Britanniques. Le souvenir de Stalingrad et de Leningrad était toujours très présent dans leurs esprits, ce qui leur inspirait une haine particulière pour tous les soldats nazis. Il devint vite clair pour chaque Allemand que se rendre ou être fait prisonnier n'était pas une option, car les 2 possibilités équivalaient à une mort certaine. Mais si les Soviétiques avaient Zhukov, le groupe d'armées Vistule était dirigé par un vétéran expérimenté de la Première Guerre mondiale, Gotthard Heinrici. Heinrici avait reçu une formation militaire depuis 1905, lorsqu'il avait 19 ans. Il avait été décoré pendant la Première Guerre mondiale, dans laquelle il avait combattu à la fois sur le front de l'Est et sur le front de l'Ouest. Plus tard, lorsque Hitler arriva au pouvoir, Heinrici fut promu colonel, puis en 1938, général de division. Ce n'était pas la première fois qu'Heinrici affrontait Zhukov au combat. Ils avaient déjà mesuré leurs forces lors de la bataille de Koursk en 1943. Lors de la retraite allemande, Heinrici se rendit célèbre en refusant de suivre les ordres d'Hitler de détruire tout sur son passage, y compris les champs et les maisons des civils. Cette insubordination fut punie par une mise en congé forcée ordonnée par Hermann Göring. Cependant, en 1944, après seulement 8 mois hors service, Heinrici fut rappelé pour combattre pour le Troisième Reich. Mais cette fois, l'échec n'était pas une option. Étant donné la proximité de la défaite, les Allemands avaient de bonnes raisons de craindre que leurs soldats ne désertent ou se rendent dès la première occasion. Le groupe d'armées Vistule a émis des ordres, signés par Heinrici stipulant que les hommes provenant de la même région devaient être séparés
car il était estimé que les soldats étaient plus susceptibles de dénoncer les étrangers qui désertaient. Plusieurs commandants allemands de la 4e armée blindée qui affrontaient le premier front ukrainien de Konev ont confisqué des mouchoirs blancs pour empêcher leurs hommes de les utiliser comme signal de reddition. Dans certains cas, les soldats surpris en train de tenter de déserter étaient forcés de creuser des tranchées à ciel ouvert, en territoire neutre. Beaucoup espérèrent se cacher dans les forêts denses pour se rendre hors de la vue et éviter que leur famille ne soit punie selon les ordres émis par Hitler. Les commandants de compagnie allemands ont essayé presque tous les moyens pour persuader leurs soldats de résister, mais la plupart des jeunes recrues, mal formés et fraîchement envoyés au front, n'étaient pas faciles à convaincre. Ils voulaient juste survivre, et avec chaque centimètre que les soviétiques gagnaient, les chances d'y parvenir diminuaient. Aux hauteurs de Silo, à part quelques attaques à la mitrailleuse, il régnait une calme apparente juste avant la tempête. Les soldats allemands revenant de la ligne de front vérifiaient et nettoyaient leurs armes, mangeaient et se lavaient. Certains s'asseyaient pour écrire à la maison, au cas où le service postal de campagne recommencerait à fonctionner. Pour beaucoup, leur maison était déjà occupée par l'ennemi, et d'autres ne savaient pas où se trouvait leur famille. Pour aggraver les choses pour les Allemands, les Soviétiques étaient pressés. La course vers Berlin avait commencé, et ils ne voulaient pas perdre l'occasion d'être la nation glorieuse qui finirait par vaincre les nazis. Le plan était de lancer l'attaque le 16 avril et de prendre Berlin le 22 avril, le jour de l'anniversaire de Lénine. L'opération autour de Berlin n'était pas un mauvais plan. Le problème était que le principal pont de tête capturé par le premier front biélorusse se trouvait juste sous la meilleure position défensive de toute la région, les hauteurs de Silo. Plus tard, Zhukov admettra avoir sous-estimé la force de cette position. Les tâches auxquelles étaient confrontés les états-majors des deux principaux fronts impliqués dans l'opération étaient énormes. Des chemins de fer de largeur russe avaient été rapidement construits à travers la Pologne, et des ponts temporaires avaient été installés sur la Vistule pour transporter les millions de tonnes de fournitures nécessaires, y compris des obus d'artillerie et des roquettes, des munitions, du carburant et de la nourriture. Ces fournitures, ajoutées aux millions de soldats sur le champ de bataille, signifiaient que les Allemands étaient sur le point de subir la tempête parfaite. La bataille des hauteurs de Silo, la dernière charge vers Berlin. L'armée rouge a tenté de cacher la gigantesque attaque qui allait être lancée sur les fronts de l'Oder et du Neisse, mais cela était presque impossible en raison de l'ampleur des forces mobilisées. Les troupes soviétiques comptaient 2,5 millions d'hommes, soutenus par 41 600 pièces d'artillerie et de lourds mortiers, ainsi que 6 250 tanks et canons automoteurs, sans oublier 4 armées de l'air. Il s'agissait de la plus grande concentration de puissance de feu jamais réunie. Pendant ce temps, les principaux généraux soviétiques tenaient des réunions pour préparer soigneusement l'attaque. Il fut alors décidé que le premier front biélorusse de Zhukov et le premier front ukrainien d'Ivan Konev attaqueraient le 16 avril. Au nord, le deuxième front biélorusse de Konstantin Rokossovski traverserait le bas Oder. Le 14 avril, depuis le pont de tête de Kustrin, une reconnaissance de combat fut lancée pour tester la force des forces allemandes. Ce fut un grand succès pour l'armée rouge. La 8e armée de garde de Vassili Tchouikov réussit à repousser la 20e division panzergrenadier du général-major Georg Scholze de 2 à 5 km dans certains secteurs. Des rapports provenant du Führerbunker affirment qu'en ce jour, Hitler était tellement furieux qu'il ordonna de retirer les décorations de tous les membres de la division jusqu'à ce qu'ils les remportent à nouveau au combat. L'expansion du pont de tête a également facilité l'accumulation de forces. Cette nuit-là, le premier armée de tanks de la garde commença à déplacer ses brigades à travers le fleuve Oder sous le couvert de l'obscurité. Toute la nuit, il y avait un flux constant de tanks, de pièces d'artillerie, de camions chargés de munitions et de colonnes de soldats. Des haut-parleurs soviétiques diffusaient de la musique à fort volume et des exhortations propagandistes pour tenter de couvrir le bruit des moteurs des tanks, mais les Allemands savaient ce qui se passait et ils étaient terrifiés. Tout au long du 15 avril, les soldats de l'armée rouge observaient attentivement les positions allemandes pour s'assurer qu'aucun renfort de dernière minute n'arrivait et qu'aucun changement stratégique n'avait lieu. De gros morceaux de glace continuaient de flotter sur le fleuve Oder, accompagnés de branches et de débris végétaux coincés dans les restes d'un pont ferroviaire détruit.
Dans les forêts de pins sur la rive orientale, des branches coupées camouflaient des milliers de véhicules blindés et de pièces d'artillerie. Bien que les commandants soviétiques n'aient aucun doute sur leur capacité à percer, ils étaient extrêmement nerveux à l'idée que les armées américaines et britanniques arrivent à Berlin avant eux. Un tel scénario ne serait pas seulement une humiliation, mais quelque chose de bien pire. Berlin appartenait à l'Union soviétique tant par le droit de conquête que par le droit de souffrance. Chaque commandant d'armée avait été averti que Staline, leur commandant en chef, attendait avec impatience de bonnes nouvelles depuis le Kremlin. Seuls Zhukov, Konev et quelques-uns de leurs plus proches collaborateurs savaient que la stratégie de toute l'opération sur Berlin avait été conçue pour encercler la ville d'abord, afin de dissuader les Américains et les Britanniques d'y entrer. Un officier du régiment de la Großdeutschland, chargé de diriger un bataillon improvisé, constata que de nombreux jeunes subordonnés manifestaient peu de volonté de combattre au nom du national-socialisme. Certains désiraient même être blessés afin d'être évacués vers un hôpital de campagne. La peur d'une exécution immédiate pour désobéissance les maintenait à leur position, soumis à une discipline mécanique et sans conviction réelle. Le découragement à l'intérieur des lignes allemandes devint évident lorsque des haut-parleurs soviétiques commencèrent à diffuser des messages depuis les positions de l'armée rouge. À l'horreur de leurs supérieurs, de nombreux soldats répondirent en criant des questions aux soviétiques, montrant un intérêt inhabituel pour les conditions de vie derrière les lignes ennemies. Les principales préoccupations des combattants allemands concernaient leur sort en cas de reddition. Ils voulèrent savoir s'ils seraient envoyés en Sibérie et quel traitement recevaient les civils dans les zones de l'Allemagne occupées par les troupes soviétiques. Ces doutes reflétaient le scepticisme croissant à l'égard de la cause qu'ils étaient supposés défendre, ainsi que le désespoir face à un conflit qui, pour beaucoup d'entre eux, était déjà perdu. Les officiers allemands à la tête des compagnies employèrent diverses stratégies pour convaincre leurs hommes de continuer à combattre. Certains eurent recours à la propagande, leur annonçant la mort de Franklin D. Roosevelt la nuit du 14 avril, assurant que cela signifiait la fin des attaques des blindés américains. De plus, ils tentèrent de les persuader que les relations entre les alliés occidentaux et l'Union soviétique étaient tellement détériorées que les Britanniques et les Américains s'allièrent bientôt avec l'Allemagne pour stopper l'avancée de l'armée rouge. Les réservistes de la 39e division de sécurité, positionnée près de Guben, furent surpris lorsque des membres de la division 30 janvier des SS s'approchèrent d'eux avec des discours liant la mort de Roosevelt à un soi-disant miracle qui, selon eux, avait sauvé Frédéric le Grand. Ils tentèrent de présenter cet événement comme un signe divin, mais leurs paroles ne réussirent pas à inspirer les soldats ni à changer leur désespoir. Malgré l'effondrement du moral dans de nombreuses unités, certains combattants allemands s'accrochaient encore à l'idée d'une grande contre-offensive le 20 avril, jour de l'anniversaire d'Hitler. Des rumeurs circulaient sur l'utilisation imminente de armes miracles qui changeraient le cours de la guerre, un espoir qui, bien que non fondé, soutenait la résistance des derniers fidèles au régime. Certains officiers, consumés par la colère et le ressentiment, eurent recours à des tactiques extrêmes pour enflammer l'esprit combatif des vétérans, leur rappelant les horreurs vécues sur le front de l'Est et les terribles conséquences qu'aurait l'arrivée de l'armée rouge à Berlin. Dans une lettre adressée à son épouse, un lieutenant supérieur exprimait la haine profonde qui s'était enracinée parmi les troupes. « Tu ne peux imaginer le niveau de fureur qui règne ici. Je te jure que nous réglerons nos comptes. Ces sans-cœurs qui ont violé des femmes et des enfants vont être confrontés à quelque chose qu'ils n'ont jamais connu. C'est incroyable, la brutalité de ces bêtes. Nous avons fait un serment solennel. Chacun d'entre nous tuera au moins 10 bolcheviks. Que Dieu nous accorde la force d'y parvenir. » La peur de l'avancée soviétique était utilisée par les commandements comme un outil pour raviver le désir de vengeance parmi les soldats, dont beaucoup étaient déjà au bord du désespoir. La propagande brutale et le besoin désespéré de s'accrocher à quelque chose qui justifierait la lutte faisaient de la haine la dernière ressource pour maintenir le moral dans une guerre pratiquement perdue. Depuis son poste avancé sur les contreforts de Reitvine, le général Vassili Tchoïkov, commandant de la 8e armée de la garde, avait une vue privilégiée sur l'Oderbruch et l'escarpement de Seelow. Cependant, il n'apprécia pas la présence du maréchal Georgi Zhukov, qui avait décidé de le rejoindre pour assister au bombardement initial et au premier assaut. Agacé,
Tchouikov envoya son officier d'état-major, le capitaine Merejko, guider le maréchal et sa délégation jusqu'à la position. La relation entre les deux commandants était marquée par la rivalité. Tchouikov considérait que son armée n'avait pas reçu la reconnaissance qu'elle méritait à Stalingrad, tandis que Zhukov récoltait la gloire. De plus, les récents commentaires de Zhukov sur le retard dans la prise de Poznań avaient irrité Tchouikov qui, à son tour, avait critiqué l'offensive lente vers Berlin en février. La tension devint évidente lorsque le convoi de Zhukov arriva avec les phares allumés, exposant ainsi sa position à grande distance. Pendant ce temps, dans les tranchées de l'Oderbruch, les soldats soviétiques se préparaient à l'offensive imminente. De la soupe chaude et de la vodka étaient servis, tandis que les téléphones de campagne sonnaient sans arrêt et que les messagers couraient dans tous les sens. Dans le bunker de Tchouikov, la délégation de Zhukov tentait de tuer le temps en buvant du thé, servi par une soldate nommée Margot. L'attente semblait interminable. Le général Kazakov avait déployé 8983 pièces d'artillerie, avec une densité de 270 canons par kilomètre, ainsi que des obusiers de gros calibre et les redoutables lance-roquettes Katyusha. Avec une réserve de 7 millions d'obus, le premier front biélorusse lança le bombardement avec plus d'1,2 million de tirs dès le premier jour. La puissance de feu écrasante conduisit Zhukov à sous-estimer la difficulté de l'offensive, sans prévoir la résistance que les Allemands allaient encore opposer dans leur dernier bastion avant Berlin. Zhukov avait l'habitude d'inspecter personnellement la ligne de front avant de lancer une offensive majeure, car il préférait évaluer le terrain de première main. Cependant, cette fois-ci, il s'appuya principalement sur les images capturées par les équipes de reconnaissance, fortement influencées par l'urgence de la situation. Dans l'obscurité de la nuit du 15 avril, la plupart des unités avancées allemandes avaient été repliées sur une seconde ligne de défense, juste avant le bombardement russe attendu. Dans cette ligne défensive, les troupes s'étaient profondément retranchées. Des dizaines de nids de mitrailleuses MG-42 avaient été enterrés dans les fortifications nouvellement construites pour ralentir l'infanterie attaquante. La MG-42 était considérée par les soldats allemands comme une arme redoutable et probablement la meilleure mitrailleuse de la Seconde Guerre mondiale. De plus, quelques MG-42 bien positionnés, bien camouflés et bien approvisionnés suffisaient à ralentir tout un régiment ennemi pendant des heures sur un front de 5 à 6 miles. Outre les différentes positions de mitrailleuses MG-42, un arsenal varié de canons antichars était présent, y compris le PAK-38 de 5 cm, le PAK-40 de 7 cm 50, le PAK-43 de 888 cm et les redoutables canons anti-aériens Flak de 888 cm, utilisés aussi bien contre des cibles terrestres qu'aériennes. Dans cette seconde ligne, les soldats attendaient l'arrivée des Russes. Tout au long du front, répartis entre la 3e et la 9e armée, ils disposaient de moins de 700 chars et canons automoteurs. La division la plus lourde, la 25e Panzer, ne comptait que 79 véhicules de ce type. La plus petite unité n'en possédait que 2. L'artillerie n'était pas mieux lotie, avec seulement 744 pièces disponibles. Les réserves de munitions et de carburant étaient dans un état critique et, dans certaines unités, elles avaient presque entièrement disparu. Face à la principale attaque soviétique se trouvait le 56e corps blindé, sous le commandement du général Karl Weidling, connu parmi ses hommes sous le surnom de Smasher Karl. Weidling avait reçu la tâche quasi impossible d'empêcher la rupture de la ligne de front principale dans cette zone. La bataille finale avant Berlin commença à l'aube du 16 avril 1945. À seulement 50 km à l'est de la capitale allemande, au-dessus du fleuve Oder en crue, des fusées éclairantes rouges éclatèrent dans le ciel nocturne, signalant le début d'un bombardement d'artillerie massif. Pendant près d'une heure, une tempête de feu et de fumée secoua le front allemand. Le fracas de milliers de canons, de mortiers et des redoutables lance-roquettes Katyusha transforma la nuit en un enfer de feu et d'explosions. Selon les témoins, jamais auparavant dans la guerre un bombardement d'une telle ampleur n'avait été observé. Les unités d'artillerie, sous le commandement du général Kazakov, opérèrent sans relâche, maintenant un rythme d'attaque implacable. Toute la zone était illuminée par l'éclat de milliers et milliers de tirs, se souvenait un officier soviétique. En plein cœur de la bataille,
Un commandant de batterie de la 3e armée de choc décrivit l'impact du bombardement. Un vacarme assourdissant faisait trembler tout autour de nous. On suppose que les artilleurs sont habitués à ces bruits, mais même moi, j'aurais aimé avoir des bouchons d'oreilles. Je sentais que mes tympans allaient exploser. Le bruit était si assourdissant que les soldats devaient se rappeler de garder la bouche ouverte pour éviter que la pression ne fasse éclater leurs tympans. Au premier tir de barrage d'artillerie, certains jeunes recrues allemandes se réveillèrent en sursaut dans leurs tranchées, convaincus qu'il s'agissait d'un autre Morgenpanzer, le terme qu'ils utilisaient pour désigner les tirs de harcèlement soviétiques à l'aube. Cependant, les vétérans du front de l'Est, dotés de leur Lancer Instinct, une intuition développée après des années de combat, comprirent immédiatement qu'il s'agissait du début de la grande offensive. Les sous-officiers commencèrent à hurler des ordres désespérés pour que les hommes se déploient immédiatement à leur position. Alarme! Opposition! Immédiatement! Les survivants se souviendraient à jamais de l'angoisse qui leur serrait la poitrine et de la sécheresse dans leur bouche. Ils murmuraient à eux-mêmes « Cette fois, c'est la fin ». Les rares soldats qui furent pris au piège dans les tranchées touchées par l'artillerie et qui survécurent décrivirent le bombardement avec des mots tels que « enfer » ou « tremblement de terre ». Beaucoup devinrent complètement sourds à cause de la violence des explosions. En quelques secondes, mes 10 camarades étaient morts, se souvenait Gerd Wagner du 27e régiment de parachutistes. Lorsqu'il reprit conscience, il se retrouva blessé dans le cratère fumant d'un obus. Il parvint à peine à ramper jusqu'à la 2e ligne. La plupart n'eurent pas cette chance. Les tranchées furent écrasées, ensevelissant vivants et morts ensemble. Même des décennies plus tard, les restes des soldats tombés continuent d'émerger du sol retourné par le passage du temps. Ceux qui étaient à l'arrière sentirent la terre trembler sous leurs pieds et se précipitèrent pour saisir leurs jumelles ou utiliser les périscopes des tranchées. Depuis l'intérieur de son Tiger, le commandant du 50e bataillon de Panzer lourd scruta l'horizon à travers le périscope et resta horrifié. « Tout le ciel à l'est était en flammes », décrivit-il. Un autre témoin parla de « fermes et villages dévorés par le feu, des nuages de fumée s'étendant à perte de vue ». Au quartier général, un aumônier militaire, paralysé par la terreur face à cette scène apocalyptique, ne trouva pas de mots plus appropriés qu'un cri de désespoir. « Mon Dieu, ces salauds sont déjà là !» Dans la boue, la fumée et la pénombre, l'assaut soviétique commença. Des milliers de soldats de Zhukov furent jetés en première ligne, trébuchant sous les tirs nourris alors qu'ils avançaient. L'artillerie poursuivait son œuvre destructrice, frappant les positions ennemies juste devant eux et ouvrant la voie à l'attaque. Cependant, lorsque l'armée rouge fit irruption sur les hauteurs de Silao à l'aube du 16 avril, les Allemands étaient déjà prêts. Du sommet de la crête, des batteries de canons flak, transférées à la hâte du front occidental, déclenchèrent une pluie de feu sur les troupes soviétiques. Pendant des heures, les obus et le tir d'artillerie intense balayèrent les vagues d'assaillants, ralentissant leur progression et semant le chaos dans leurs rangs. À mesure que la bataille s'intensifiait, la résistance allemande se révéla bien plus farouche que prévu. En arrêtant la première attaque soviétique, les forces de Heinrichi réussirent un exploit que peu de généraux auraient pu accomplir dans les mêmes conditions. Ils avaient beaucoup moins d'hommes et de ravitaillement que les Russes. L'armée rouge en était consciente et, au lieu d'utiliser des stratégies de guerre sophistiquées, elle opta pour la force brute. Néanmoins, les Russes devaient traverser l'Oder pour atteindre les hauteurs de Silo. Ce n'était pas facile, car seul le pont de Kustrin était encore intact, tandis que la plupart des troupes de l'armée rouge devaient traverser en bateau. La première armée polonaise dut franchir l'Oder sous le feu ennemi. Ces bataillons d'avant-garde utilisèrent des véhicules amphibies et des bateaux américains pilotés par de jeunes soldats, mais la majorité des troupes traversa dans de simples embarcations. Les pertes lors de la traversée furent élevées. De nombreux bateaux prenaient l'eau et certains coulèrent, causant des pertes importantes. La résistance allemande fut également féroce. Lorsqu'un bataillon de la 12e division de fusiliers de la garde tenta de traverser, seuls 8 hommes réussirent à atteindre la rive ouest de l'Oder. Une fois de l'autre côté, l'armée rouge se réorganisa et attendit. Lorsque des fusées éclairantes colorées illuminèrent le ciel nuageux, les fusiliers soviétiques se relevèrent du sol pour avancer. Zhukov, un général connu pour sa brutalité, envoya l'infanterie à travers des champs de mines,
qui devaient être dégagés avant que ses armées blindées ne puissent progresser. Pour lui, il valait mieux perdre quelques fantassins qu'un seul char. Les jeunes recrues allemandes et les soldats en formation étaient paralysés par la panique à cause du bombardement et des projecteurs. Seuls les soldats vétérans étaient prêts à ouvrir le feu, mais le problème était d'identifier une cible dans l'épais brouillard du fleuve, mêlé à la fumée et à la poussière soulevée par les explosions des obus. Les défenseurs entendaient les Russes s'appeler entre eux alors qu'ils avançaient, mais il était impossible de les voir. Ils percevaient également au loin le rugissement des moteurs des chars soviétiques peinant à progresser. Même les larges chenilles du T-34 avaient du mal à se mouvoir dans la boue de la plaine inondée. Le terrain était tellement dévasté par le bombardement massif que les canons antichars soviétiques et l'artillerie divisionnaire eurent beaucoup de mal à suivre l'infanterie. C'était particulièrement vrai pour les batteries de Katyusha, montées sur des camions. Cependant, les régiments de mortiers de la garde qui opéraient les lance-roquettes Katyusha observaient avec satisfaction les premiers prisonniers allemands être envoyés vers l'arrière. D'énormes embouteillages de véhicules se formèrent dans la boue, attendant que la 8e armée de la garde de Tchouikov parvienne à percer le front. Mais l'avancée ce matin-là fut extrêmement lente. Zhukov, depuis son poste d'observation, commençait à perdre patience, lançant des insultes et menaçant de rétrograder ses commandants. Il eut une violente altercation avec le général Tchouikov devant les officiers de l'état-major, car la 8e armée de la garde était coincée sur le pont de l'Oder, juste en contrebas de la falaise. À midi, de plus en plus désespéré et redoutant sans doute sa prochaine conversation radio avec Staline, Zhukov décida de modifier son plan opérationnel. Les armées de chars ne devaient avancer qu'une fois l'infanterie parvenue à briser la ligne défensive allemande et à atteindre les hauteurs de Silo. Mais il ne pouvait plus attendre. Tchouikov fut horrifié en anticipant le chaos que cela allait engendrer, mais Zhukov resta inflexible. À 15 heures, il appela Moscou pour parler avec Staline. Staline écouta son rapport et le réprimanda pour avoir sous-estimé l'ennemi, mais il accepta néanmoins son changement de plan. Cependant, tout dépendait des résultats. En cas d'échec, un avenir sombre l'attendait en mère patrie. Dans l'après-midi, Katukov reçut l'ordre d'attaquer avec la première armée de chars de la garde en direction de Silo, tandis que la deuxième armée de chars de la garde de Bogdanov devait avancer vers le secteur de Neuhardenberg. Cependant, ce déploiement prématuré des chars signifiait que l'artillerie d'appui que les divisions de fusiliers avaient exigé pour neutraliser les positions fortifiées allemandes ne pouvait pas avancer en raison de l'état du terrain. Comme l'avait prédit Tchouikov, le chaos éclata, avec des milliers de véhicules blindés entassés sur la tête de pont. Coordonner les différentes formations et unités devint un cauchemar pour les officiers de circulation. L'intensité du bombardement était si énorme que, dans les faubourgs orientaux de Berlin, à 60 km du champ de bataille, l'effet ressemblait à un petit tremblement de terre. Les maisons tremblaient, les tableaux tombaient des murs et les sonneries des téléphones retentissaient, toutes seules. Les Russes arrivaient. La bataille des hauteurs de Silo ne fut sans doute pas l'un des moments les plus brillants du maréchal Georgi Zhukov. Bien que la stratégie et l'exécution de l'offensive aient laissé à désirer, le courage, la résilience et le sacrifice des soldats et officiers de l'armée rouge étaient indéniables. Cependant, cet héroïsme authentique, loin de la version idéalisée qu'adoptera plus tard la propagande soviétique, ne parvint pas à émouvoir l'indifférence des hauts commandements ni de la direction politique. La froideur des rapports militaires en était la preuve. Des phrases comme « Combien d'allumettes ont été consommées ?» ou « Combien de crayons se sont émoussés ?» servaient à masquer le nombre de soldats tombés au combat. Du côté allemand, le général Gotthard Heinrichi, commandant du groupe d'armée de la Vistule, et le général Theodor Buss firent tout leur possible pour affronter l'offensive soviétique dans des conditions défavorables. Les survivants de la bataille se souviennent encore d'eux avec reconnaissance pour avoir ordonné le retrait de la majorité des troupes des positions les plus exposées juste avant le bombardement initial dévastateur, sauvant ainsi des milliers de vies. Cependant, au sein de l'armée allemande, il restait encore des officiers fidèles à Adolf Hitler. Dans la nuit du 16 avril, le colonel Hans-Oskar Wöllermann, responsable de l'artillerie du 5e corps blindé, rendit visite à son supérieur, le général Helmut Weidling, à Waldsieversdorf, au nord-ouest de Müncheberg.
Son quartier général était installé dans une maison de campagne faiblement éclairée par la lueur d'une bougie. Weidling, qui avait perdu toute confiance dans la conduite de la guerre par Hitler, exprima ouvertement son mécontentement. Wöhlermann, l'observant à travers son monocle, fut frappé par ces paroles. « Je ressentis une profonde désolation », écrivit-il plus tard, en réalisant que même un soldat aussi audacieux et obstiné que lui, notre vieux dur à cuire, avait perdu foi en notre chef suprême. Leur conversation fut brutalement interrompue par un intense bombardement. Peu après, des rapports alarmants arrivèrent. Une brèche s'était ouverte entre leur position et le 11e corps blindé SS, qui défendait leur flanc droit. En même temps, une autre faille fut signalée sur l'aile gauche, mettant en péril la connexion avec le 10e corps du général Berlin. Le fameux mur dont Joseph Goebbels avait parlé, censé arrêter l'avancée de l'armée rouge, commençait à s'effondrer rapidement, marquant le début de la fin de la résistance allemande sur le front de l'Est. Cette nuit-là fut sans doute l'une des plus difficiles de la carrière de Georgi Zhukov. Non seulement toute l'armée rouge attendait avec impatience la prise des hauteurs de Shiloh, mais plus crucial encore, le Kremlin observait aussi la situation de près. Malgré une supériorité numérique et de feu écrasante, l'offensive n'avait pas réussi à percer complètement les défenses allemandes, retardant ainsi l'objectif stratégique le plus important, la prise de Berlin au 6e jour de l'opération. Bien qu'un régiment de fusiliers sous le commandement de Vassili Tchouikov ait réussi à atteindre la banlieue de Shiloh et que quelques blindés de Mikhail Katoukov se soient approchés du sommet dans certains secteurs, l'avancée n'était pas à la hauteur des attentes. Pour Joseph Staline, ces succès partiels n'étaient pas suffisants. Apparemment calme lors de sa conversation avec Zhukov cet après-midi-là, sa réaction changea radicalement lorsque le maréchal le contacta par radio peu avant minuit pour lui annoncer que les hauteurs n'étaient toujours pas sécurisées. La fureur de Staline fut immédiate. Non seulement il considérait la situation inacceptable, mais il tenait Zhukov personnellement responsable de s'être écarté du plan initial établi par la Stavka. D'une voix tranchante, il posa une question qui ressemblait davantage à un ordre qu'à une véritable interrogation. « Es-tu absolument certain que demain, tu prendras la ligne de Shiloh ?»« Demain, 17 avril, avant la fin de la journée, » répondit Zhukov, s'efforçant de garder son calme. « Nous aurons brisé la défense des hauteurs de Shiloh. Plus l'ennemi y concentre de troupes, plus il nous sera facile d'avancer vers Berlin. Il est toujours plus simple d'anéantir une armée en terrain ouvert que dans une ville fortifiée. » Staline ne semblait pas convaincu. Ses préoccupations ne se limitaient pas seulement aux forces allemandes à l'est de la capitale, mais aussi à la possibilité que les Américains progressent depuis le sud-ouest et atteignent Berlin avant les Soviétiques. Nous envisageons d'ordonner à Koniev de déployer les armées blindées de Rybalko et Leliouchenko vers Berlin depuis le sud, tandis que Rokossovski devra accélérer son avancée pour attaquer depuis le nord. Sans ajouter un mot de plus, Staline mit fin à la conversation d'un sec « Do svidania » « au revoir » et raccrocha. Peu après, le général Malinine, chef d'état-major de Zhukov, se rendit compte que Staline avait déjà donné l'ordre à Ivan Koniev d'avancer avec ses forces blindées vers le flanc sud de Berlin. La course pour savoir qui atteindrait la capitale allemande en premier venait de commencer. Après ces deux conversations téléphoniques tendues avec Staline à minuit le 16 avril, la rivalité entre Zhukov et Koniev s'intensifia encore davantage. Staline avait attisé la compétition entre eux, et aucun des deux n'était prêt à céder du terrain. Zhukov, malgré le revers subi sur les hauteurs de Shiloh, restait convaincu que la conquête de Berlin lui revenait de droit. Le 17 avril, le ciel gris et la bruine cédèrent la place à des conditions plus favorables, permettant aux bombardiers Il-2 Sturmovik d'attaquer avec plus de précision les dernières positions allemandes à Shiloh. Dans toute la région de l'Oderbruch et jusqu'à l'escarpement, des villages, des fermes et des maisons brûlaient sans contrôle. L'artillerie et l'aviation soviétique bombardaient toute structure susceptible d'abriter un poste de commandement ennemi. Dans les champs et les villages, une odeur insupportable imprégnait l'air, un mélange de chair humaine et animale carbonisée. Dans de nombreuses fermes, les animaux pris au piège des incendies mouraient asphyxiés ou brûlés vifs, sans possibilité d'échapper aux flammes. Derrière les lignes allemandes, les hôpitaux de campagne étaient débordés. Les médecins n'arrivaient plus à traiter le nombre croissant de blessés. À cette époque, une blessure abdominale était pratiquement une condamnation à mort,
car toute intervention chirurgicale prolongée était impossible. La priorité était de soigner ceux qui pouvaient encore tenir une arme et retourner au combat. Pour cela, des officiers spéciaux furent affectés aux centres médicaux avec une mission précise: identifier les blessés encore capables de se battre et les renvoyer, armés, dans les tranchées. La Feldgendarmerie établissait des points de contrôle improvisés dans le but de capturer les retardataires, qu'il s'agisse de soldats en état de continuer à combattre ou de blessés légers pouvant être renvoyés au front. Une fois qu'ils avaient rassemblé un groupe suffisant, ils les formaient en unités de fortune et les renvoyaient en première ligne. Connus sous le surnom de chiens enchaînés, ils étaient aussi appelés Heldenklauen, griffes héroïques, par les soldats eux-mêmes, car bien qu'ils ne combattaient pas, ils s'assuraient que personne n'essaie de battre en retraite. Leur rigueur impitoyable les conduisait parfois à arrêter des soldats qui cherchaient en réalité à rejoindre leur bataillon. Ces derniers étaient alors intégrés à des compagnies composées d'autres retardataires et d'adolescents des jeunesses hitlériennes, dont certains n'avaient que 15 ou 16 ans. Faute d'équipement adéquat, des casques plus petits furent conçus, mais ils n'étaient pas en nombre suffisant pour tous. Les plus jeunes, au visage pâle et crispé, étaient à peine visibles sous des casques trop grands qui leur tombaient sur les oreilles. Un jour, un peloton de sapeurs de la 3e armée de choc soviétique était en train de déminer un champ lorsqu'un groupe de soldats allemands sortit d'une tranchée avec l'intention de se rendre. À cet instant précis, un jeune homme vêtu d'un long manteau et d'une casquette surgit d'un bunker voisin. Il tira une rafale avec sa mitraillette, mais en voyant que je ne tombais pas, il laissa tomber son arme et se mit à pleurer en criant désespérément « Hitler kaput, Staline gut !» se souvint le capitaine Souljanichvili. Je ne pus m'empêcher de rire, et je lui donnai une simple gifle. Ces pauvres gosses, ils me faisaient tellement de peine. Les membres les plus fanatiques des jeunesses hitlériennes étaient souvent ceux qui avaient perdu leur maison et leur famille aux mains de l'armée rouge. Pour eux, la seule issue honorable semblait être de mourir au combat, en emportant avec eux le plus grand nombre possible de bolcheviks, animés par la haine et le désir de vengeance. Malgré la pression implacable de l'armée rouge, la capacité de combat de l'armée allemande ne s'était pas encore complètement effondrée. Une réalité que Zhukov et ses troupes allaient constater à un prix élevé. Le 17 avril, après un intense bombardement d'artillerie et des attaques aériennes, les armées blindées de Katoukov et Bogdanov lancèrent une nouvelle offensive dans l'espoir de briser enfin les lignes ennemies. Cependant, l'avancée ne donna pas les résultats que le maréchal avait assurés à Staline. Les défenseurs allemands, retranchés dans des positions stratégiques, ont offert une résistance féroce. Les batteries de 88 mm, utilisées avec une grande efficacité contre les blindés soviétiques, ainsi que l'infanterie équipée de lance-grenades anti-chars, ont infligé de lourdes pertes aux forces attaquantes. Beaucoup de tanks soviétiques ont été immobilisés avant d'atteindre leurs objectifs, démontrant que la lutte pour les hauteurs de Seelow était encore loin d'être résolue. Dans le quartier gouvernemental de Berlin, l'incertitude régnait le 17 avril. Personne n'avait de plan concret, à part la rédaction de proclamations pleines d'ardeur patriotique et de nouvelles menaces d'exécution. Parmi les ordres émis ce jour-là, Heinrich Himmler envoya une communication à tous les commandants militaires en soulignant qu'aucune ville allemande ne pouvait se rendre sans combattre. Chaque village et chaque ville, quelle que soit sa taille, doit être défendu avec toutes les ressources disponibles. Tout Allemand qui ne respecte pas ce devoir sacré envers la nation perdra son honneur et sa vie. Cependant, la réalité sur le front était très différente de la rhétorique du régime. L'artillerie disposait à peine de munitions, de nombreux tanks étaient abandonnés faute de carburant et les soldats luttaient contre la faim et l'épuisement. Alors qu'à Berlin, une résistance totale était ordonnée, la capacité réelle de maintenir la défense s'effondrait rapidement. Même face à la destruction imminente, la machine bureaucratique du régime nazi demeurait inchangée, sans aucune adaptation à la réalité de l'effondrement. Un exemple flagrant de cela se produisit dans la petite localité de Woltersdorf, au sud de la Reichsstraße 1, une des principales routes vers Berlin. Ce jour-là, la ville fut submergée par un afflux de réfugiés désespérés fuyant l'avance soviétique. Malgré la situation critique, les autorités locales continuaient d'imposer de strictes restrictions à l'évacuation.
Seules les personnes considérées comme chômeurs ou inaptes à servir dans la Volkssturm pouvaient quitter la zone, et uniquement si elles avaient un document officiel confirmant qu'elles avaient un lieu d'accueil dans une autre ville. De plus, chaque demande devait être approuvée par le Kreisabschnittsleiter, le chef de district nazi, ce qui compliquait encore la possibilité de fuir. Cependant, l'attitude de la population était bien éloignée du fanatisme attendu par le régime. La résistance locale était faible et démoralisée. En fait, l'escouade d'urgence de la Volkssturm, composée de recrues inexpérimentées et mal armées, demanda même à être libérée de ses fonctions, mettant en évidence le manque de volonté de continuer à se battre dans une guerre déjà perdue. Les troupes de Konef avançaient rapidement et se trouvaient déjà à moins de 80 km au sud-ouest des quartiers généraux de l'OKH et de l'OKW à Zossen. Cependant, ni la 4e armée blindée, ni le groupe d'armées du centre, sous le commandement du maréchal Schörner, n'avaient rapporté l'ampleur du franchissement du fleuve Spree par les 3e et 4e armées blindées de la garde soviétique, ni le manque de réserves disponibles pour les contenir. Pendant ce temps, le haut commandement allemand restait concentré sur la bataille des hauteurs de Silo. Sous la pression soviétique, le général Heinrici ordonna de déployer les dernières réserves de son groupe d'armées. Le 3e corps blindé des SS, Germanische, fut envoyé en soutien à la 9e armée de Buss qui combattait dans des conditions critiques. La 11e division SS Nordland, composée de volontaires scandinaves et commandée par le Brigadeführer Joachim Ziegler, reçut l'ordre le 17 avril de se diriger vers le sud de Selo avec ses 50 véhicules blindés et les régiments Danemark et Norge. Cette unité, évacuée de Courlande après avoir subi 15 000 pertes depuis le début de l'année, se préparait à un nouveau combat sur l'Oder. Simultanément, Heinrici envoya la division SS Nederland plus au sud, affectée au 5e corps de montagne des SS, en direction de Frankfurt an der Oder et Mulrose. Les tensions entre les SS et la Wehrmacht étaient évidentes. Himmler était furieux que Heinrici ait redéployé ses divisions sans consulter, affaiblissant le corps de Steiner. De plus, la Norrland, réticente à se retrouver sous le commandement de l'armée régulière, retardait son intégration dans la nouvelle formation, ce qui reflétait le chaos croissant au sein des forces allemandes dans les derniers jours de la guerre. Le 18 avril, l'aube apporta un ciel rouge au-dessus des hauteurs de Silo, présage d'une journée de combats intenses. Bientôt, le rugissement des moteurs de chars et le grondement des chenilles avançant sur le sol se firent entendre. Rapidement, l'offensive aérienne soviétique s'intensifia avec des vagues de Sturmovik attaquant en piqué la colonne de la 11e division SS Nordland avant qu'elle ne parvienne au front. Les panzergrenadiers, voyageant dans des camions ouverts, furent exposés aux bombardements, subissant une pluie de terre et de shrapnel. Pendant ce temps, le Brigadeführer Joachim Ziegler se hâta d'informer le général Weidling que sa division était en retard car les véhicules étaient tombés en panne de carburant. Weidling, désespéré de renforcer sa défense, reçut la nouvelle avec colère, conscient que la situation à Silo se détériorait à chaque minute qui passait. Le 19 avril 1945, la 9e armée allemande commença à se désintégrer dans différentes directions, comme le craignait le général Theodor Buss. Avec la prise de Vriesen par l'armée rouge et l'avancée soviétique vers Neuhardenberg, les forces allemandes furent contraintes de se replier. Le 101e corps se dirigea vers Eberswald. Le 5e corps blindé de Helmut Weidling se replia vers Berlin et le 11e corps blindé SS se dirigea vers Fürstenwald, avec la division Kurmark, ne conservant plus qu'une douzaine de chars Panther. Le même jour, le 1er armée blindée de la garde et le 8e armée de la garde soviétique avancèrent de Silo sur la Reichsstraße, un en direction de Müncheberg. Les restes de la 9e division de parachutistes, réorganisés la veille, fuirent à nouveau dans la panique, criant « Les Russes arrivent !» La division SS Nordland, qui était enfin arrivée au front, parvint à regrouper certains de ses parachutistes et mena une contre-attaque initiale réussie. Cependant, la retraite se transforma rapidement en chaos, les troupes allemandes et les réfugiés civils se mêlant dans une colonne désordonnée, tandis que les officiers tentaient de maintenir l'ordre par des cris et des menaces. Tout au long de la route, la Feldgendarmerie et les unités des SS exécutaient des présumés déserteurs sans aucun enregistrement, suspendant certains des condamnés aux arbres.
Les jeunesses hitlériennes ne firent pas exception à cette répression brutale. On estime qu'en 1945, entre 10 000 et 25 000 soldats allemands furent exécutés pour lâcheté. Ironiquement, tandis que les SS punissaient les déserteurs, de nombreuses unités SS reçurent des ordres de se retirer vers le Schleswig-Holstein, à la frontière du Danemark, loin du front soviétique. Cependant, elles ne savaient pas qu'au même moment, la deuxième armée britannique avait atteint le fleuve Elbe, scellant ainsi davantage le destin du Troisième Reich. Le 19 avril 1945, le ciel se leva dégagé, permettant à l'aviation soviétique d'opérer avec précision sur le champ de bataille. Chaque fois que les Sturmovik attaquaient, soldats et civils se jetaient dans les fossés pour éviter d'être touchés. Dans les villages voisins, des femmes et des filles, terrifiées par l'arrivée de l'armée rouge, suppliaient les soldats allemands de les emmener avec eux. Pendant ce temps, la situation sur le front s'effondrait rapidement. Ce qui restait des bataillons du 10e corps se retiraient dans le désordre vers Bernau, au nord de Berlin, après avoir perdu plus des 3/4 de leurs troupes. Les soldats, épuisés et affamés, peinaient à rester debout, et beaucoup s'endormaient profondément à chaque pause, étant réveillés à coups de pied par leurs officiers. La communication était inexistante, avec des radios et téléphones de campagne abandonnés, et les lignes de défense étaient pratiquement méconnaissables, malgré les tentatives désespérées des officiers de réorganiser les retardataires. Face à l'effondrement sur l'Oder, le général Heinrici concentra son attention sur la dernière ligne de défense entre la mer Baltique et le canal de Hohenzollern, tandis que von Manteuffel, survolant la zone dans un avion de reconnaissance, put observer clairement les préparatifs soviétiques. La nuit même, le maréchal Rokossovski informa Staline que son offensive commencerait à l'aube du 20 avril, précédée par un intense bombardement. Bien que Staline ait initialement minimisé l'importance du deuxième front biélorusse, dirigé par Rokossovski, l'urgence de faire tomber Berlin le poussa à changer de position en pressant ses troupes, récemment arrivées de Danzig et du Vistule, d'accélérer leur déploiement pour fermer l'encerclement autour de la capitale du Reich. Tout au long de la route, la Feldgendarmerie et les unités des SS exécutaient des présumés déserteurs sans aucun enregistrement, suspendant certains des condamnés aux arbres. Les jeunesses hitlériennes ne firent pas exception à cette répression brutale. Il est estimé qu'en 1945, entre 10 000 et 25 000 soldats allemands furent exécutés pour lâcheté. Ironiquement, tandis que les SS punissaient les déserteurs, de nombreuses unités SS reçurent des ordres de se retirer vers le Schleswig-Holstein, à la frontière avec le Danemark, loin du front soviétique. Cependant, ils ne savaient pas qu'en ce même jour, le deuxième armée britannique avait atteint la rivière Elbe, scellant encore plus le destin du Troisième Reich. Le 19 avril 1945, un ciel dégagé se leva, permettant à l'aviation soviétique d'opérer avec précision sur le champ de bataille. Chaque fois que les Sturmovik attaquaient, les soldats et les civils se jetaient dans les fossés pour éviter d'être touchés. Dans les villages voisins, des femmes et des filles, terrifiées par l'arrivée de l'armée rouge, suppliaient les soldats allemands de les emmener avec eux. Pendant ce temps, la situation sur le front s'effondrait rapidement. Ce qui restait des bataillons du 10e corps se retiraient en désordre vers Bernau, au nord de Berlin, après avoir perdu plus des 3/4 de leurs troupes. Les soldats, épuisés et affamés, peinaient à tenir debout, et beaucoup tombaient dans un sommeil profond chaque fois qu'ils se reposaient, réveillés à coups de pied par leurs officiers. La communication était inexistante, avec des radios et des téléphones de campagne abandonnés, et les lignes de défense étaient pratiquement méconnaissables, malgré les tentatives désespérées des officiers pour réorganiser les retardataires. Face à l'effondrement sur l'Oder, le général Heinrici concentra son attention sur la dernière ligne de défense entre la mer Baltique et le canal de Hohenzollern, tandis que von Manteuffel, survolant la zone dans un avion de reconnaissance, put clairement observer les préparatifs soviétiques. La même nuit, le maréchal Rokossovski informa Staline que son offensive commencerait à l'aube du 20 avril, précédée par un intense bombardement. Bien que Staline ait initialement sous-estimé l'importance du deuxième front biélorusse dirigé par Rokossovski, l'urgence de prendre Berlin le poussa à changer de position, en pressant ses troupes, récemment arrivées de Danzig et du Vistule, à accélérer leur déploiement pour boucler l'encerclement de la capitale du Reich. Chaos à l'arrivée de l'armée rouge à Berlin.
Les ordres d'Hitler étaient clairs, résister à tout prix. Le 9e armée, privée de toute liberté de mouvement, était condamnée à la destruction. Malgré les supplications constantes des commandants sur le terrain pour agir immédiatement et sauver le 9e armée de l'anéantissement, l'ordre d'Hitler ne changea pas. Depuis le quartier général du Führer, désormais enterré à 18 mètres sous les rues dévastées de Berlin, un message fut envoyé à Busse, scellant le destin de son armée. Le 9e armée doit maintenir sa position. Cela signifiait une seule chose, il serait écrasé par l'ennemi. Le 22 avril, les forces de Busse étaient presque complètement encerclées et au bord de l'anéantissement total. Malgré les ordres venant du quartier général d'Hitler de ne pas abandonner la ligne de défense de l'Oder, Busse, avec la majeure partie du 9e armée, environ 80 000 soldats, commença une retraite vers le sud-ouest, avançant vers la forêt de Spree dans une tentative désespérée de rejoindre le 12e armée de Walter Wenck. En quelques jours, la 9e armée, toujours luttant férocement pour rejoindre les forces de Wenck, fut complètement encerclée et subit un bombardement soviétique incessant jour et nuit. Il ne fallut pas longtemps avant que tout le flanc nord de l'armée ne s'effondre. Les restes de l'unité commencèrent à se déplacer sur les routes, les sentiers et les champs, tentant d'échapper au massacre. Lors de leur épuisante traversée, les troupes exténuées pénétrèrent dans une forêt près du grand village de Halbe. C'est là que les survivants du 9e armée se retrouveraient confrontés à ce que beaucoup appelleront le massacre de Halbe. Au nord de la forêt, alors que les forces de Busse luttaient en vain pour éviter l'anéantissement dans la forêt de Halbe, les combats s'intensifièrent à mesure que les forces soviétiques se rapprochaient de Berlin. Le 25 avril, la capitale était complètement encerclée, et le lendemain, un demi-million de soldats soviétiques commencèrent à se frayer un chemin brutalement à travers la ville. Sous le bâtiment de la chancellerie du Reich, Hitler était toujours obsédé par la tentative de sauver sa capitale en ruine et avait déjà ordonné au reste du 3e corps blindé SS du général Felix Steiner de lancer immédiatement une attaque depuis leur position à Eberswalde. Leur mission était de se diriger vers le sud et de couper l'offensive soviétique contre Berlin. Sur la carte de Hitler, le plan semblait brillant. Mais dans la réalité, il était impossible de réunir des forces suffisantes pour que le corps de Steiner puisse même opérer. Steiner lui-même écrivit que les troupes à sa disposition ne suffisaient même pas à former un corps d'armée faible. De plus, il était conscient que son attaque ne recevrait aucun soutien, car la 9e armée était complètement encerclée et la 12e armée n'existait pratiquement plus. Les renforts de Hitler consistaient en moins de 5000 soldats de la Luftwaffe et des jeunesses hitlériennes, tous armés uniquement de légers armes. La ville était condamnée. Au cours de la semaine suivante, la bataille pour Berlin se transforma en un enfer. Fidèles à leur devise « Mon honneur et ma loyauté », les soldats des Waffen-SS combattirent avec acharnement aux côtés des membres des jeunesses hitlériennes, de la Luftwaffe, des troupes de l'armée et de plusieurs unités paramilitaires urbaines. À ces soldats fanatiques, on ordonna de combattre jusqu'à la mort, et toute personne surprise en train de déserter ou d'éviter son devoir était exécutée sur le champ par le bataillon de garde personnel de Heinrich Himmler et pendue au lampadaire le plus proche. Pourtant, même dans les derniers jours de la guerre, l'armée et les SS se révélèrent être une machine de guerre efficace, formidable et impitoyable. Malgré le manque de fournitures et d'armement, ils réussirent à arrêter temporairement plusieurs attaques soviétiques. Durant les derniers jours du Troisième Reich, Hitler se fixa sur l'idée que l'agression fanatique pouvait encore apporter des victoires. Dans certains secteurs, sa stratégie de résistance extrême réussit à ralentir les soviétiques, mais au prix de pertes dévastatrices en hommes et en ressources. Cependant, les batailles intenses autour de Berlin ralentirent l'avancée de l'armée rouge, immobilisant un grand nombre de troupes et de blindés soviétiques. De plus, cette résistance empêcha une grande partie de l'armée rouge d'atteindre la mer Baltique, ce que les Allemands croyaient affecter gravement le programme d'entraînement des sous-marins U-Boot. La mer Baltique avait été une route clé tout au long de la guerre pour transporter des fournitures essentielles aux groupes d'armées du Nord, et sans cette artère vitale, les opérations allemandes auraient été gravement affectées. Hitler a clairement indiqué qu'il était impératif que les troupes maintiennent le front et mènent une bataille statique d'usure jusqu'à ce que d'autres zones du front de l'Est puissent être stabilisées.
Géographiquement, la bataille à l'est de Berlin était une opération défensive clé pour les Allemands. Chaque soldat était conscient de l'importance de tenir chaque mètre de terrain possible et de continuer à se battre jusqu'à son dernier souffle pour éviter l'effondrement total du front. Cependant, lentement et systématiquement, l'armée rouge usait et décimait les forces allemandes, les forçant à se replier de plus en plus vers le cœur du Reich, luttant avec une résistance désespérée partout où elle pouvait. Lorsque les dernières troupes allemandes furent finalement expulsées du sol russe et balte, l'armée rouge se proclama elle-même conquérante du fascisme. Maintenant, leur mission suivante était de pénétrer en Allemagne et de prendre Berlin. La bataille pour la capitale du Reich fut l'une des campagnes les plus monumentales pour les soviétiques et le nombre de morts des deux côtés fut colossal. Il n'existe pas de chiffres exacts sur les pertes, mais on estime qu'en avril 1945 seulement, 1 million d'hommes sont morts ou ont été blessés. Après la capitulation de Berlin le 2 mai 1945, la volonté de combattre des forces allemandes restantes, en particulier les derniers vestiges dispersés du groupe d'armées Vistule, s'effondra rapidement. Les hauteurs de Seelow furent le théâtre de l'un des bombardements les plus destructeurs de l'histoire de l'humanité. Les soldats allemands qui ont souffert et survécu à cette attaque dévastatrice, en grande partie grâce aux efforts du général Gotthard Heinrici, ont montré une résistance presque héroïque. Cependant, les ordres du général soviétique Zhukov étaient implacables, et les Allemands furent finalement écrasés, ouvrant ainsi la voie à la prise de Berlin, la capitale du Troisième Reich. La bataille des hauteurs de Seelow marqua la défaite de la dernière ligne de défense qui aurait pu sauver le Reich, mais cela signifiait seulement que la Seconde Guerre mondiale, le conflit armé le plus meurtrier de l'histoire, se prolongerait encore davantage, laissant des blessures douloureuses et permanentes dans tous les pays impliqués. Pour cette raison, la bataille des hauteurs de Seelow doit être considérée comme l'une des batailles les plus significatives de l'histoire mondiale.